Donc je veux vous parler du commun, ce qu'on appelle le commun, parce que sans doute vous êtes au courant que depuis un certain nombre d'années, il y a une véritable explosion de ce thème du commun. Le terme lui-même ne cesse de circuler, des partis entiers, des organisations politiques, etc., se réclament du commun. Il y a eu un candidat à la présidence de la République il y a quelques mois qui avait fait un programme qui s'appelait « L'avenir en commun ». Donc le terme lui-même explose, mais il y a en même temps des pratiques et des réflexions théoriques qui nourrissent ce thème, ce terme, cette problématique. Et cette problématique, elle a donné lieu, j'ai sorti ce bouquin non pas pour vous impressionner et vous dissuader de vous y intéresser, il y a en septembre est sorti un dictionnaire des biens communs de 1300 pages aux presses universitaires de France, qui réunit des philosophes, des économistes, des juristes, et qui donne en quelque sorte consistance, si je puis dire, à cet immense champ de recherche et de débats internationaux depuis 20 ans. La France s'inscrit en retard par rapport au débat international sur cette question-là. C'est un point extrêmement important. Comme dans beaucoup de domaines, nous avons pris un temps de retard par rapport à ce qui s'est produit dans beaucoup d'autres pays européens, en Amérique latine ou aux États-Unis. Donc c'est un peu, quand nous avons écrit avec Pierre Dardot cet énorme livre aussi qui s'appelle « Commun », et dont le sous-titre est « Essai sur la Révolution au XXIe siècle », nous avons voulu participer, nous ne sommes pas les seuls, nous avons voulu participer finalement à une sorte d'aggiornamento à la française de cette thématique-là, c'est-à-dire finalement faire connaître au public français, francophone, ce qu'il en était aujourd'hui de ces questions de commun. Ce que je voudrais montrer, c'est que le commun, c'est devenu la référence pour des gens très variés, très différents, dans des domaines très différents. Écologistes, altermondialistes, praticiens des communs numériques, des communs communicationnels ou informationnels, communs environnementaux et naturels. Enfin, dans plein de sphères différentes, la référence au commun est omniprésente. Donc, je pense qu'il est effectivement temps de s'y intéresser, d'autant plus que ça a pu donner lieu à des mobilisations politiques de grande importance ou à des expériences politiques très étonnantes. Et mobilisation politique comme en 2011 en Italie, qui a donné lieu à un référendum où 27 millions d'Italiens se sont prononcés en faveur des lots comme biens communs. En Espagne aujourd'hui, les expériences municipalistes, dont celle de Barcelone est la plus connue, essayent de mener ce que les Barcelonais appellent une politique du commun. Donc vous voyez, tout ça, c'est un foisonnement, une prolifération qui fait du commun, enfin en tout cas, c'est la thèse qu'avec Pierre Dardot nous défendons, un concept central aujourd'hui pour tous ceux qui essayent de penser l'alternative politique, pour tous ceux qui essaient de penser l'au-delà du capitalisme de façon très différente de la manière dont le marxisme, par exemple, avait envisagé la révolution et le post-capitalisme. On en parlera sans doute. Alors, évidemment, il y a un problème, un petit problème, enfin plutôt un gros problème, c'est de savoir ce qu'on entend par commun. Puisque la notion est elle-même très différente, interprétée de façon très différente selon les auteurs, les courants, etc. Donc je voudrais faire deux choses dans ce exposé qui est forcément court. Vous avez vu l'importance des bouquins que je vous ai amenés. Bon, donc c'est un peu un défi de présenter en une demi-heure l'ensemble de ces questions. Je vais essayer de vous montrer comment, dans un premier temps, comment commun est devenu ce qui nous semble être l'alternative politique en ce début du XXIe siècle. Et puis, dans un deuxième temps, moment absolument nécessaire, d'entrer plus profondément dans les questions de concepts et de théories, c'est-à-dire ce qu'on entend par commun. Parce que parler de commun, comme ça en général, sans le préciser, c'est évidemment parler dans le vide. Donc il faut, je crois, être un peu rigoureux et en tout cas proposer une définition. Mais d'emblée, avant
même d'entamer cette genèse de la problématique du commun, je voudrais quand même en donner une définition provisoire, ne serait-ce que pour savoir un petit peu ce que moi j'entends par là. Alors, un commun au singulier désigne un espace institutionnel qui concerne une ressource, qui peut concerner un lieu physique, qui peut concerner un service, une activité. Un espace institutionnel, justement, qui est institué par une pratique collective, c'est-à-dire qu'il y faut une collectivité et une activité auto-organisée démocratiquement. La dimension du gouvernement du commun est essentielle à la définition. Et afin de partager, là c'est la dimension de la destination, afin de partager équitablement l'usage du lieu, l'usage de la ressource, l'usage ou la production du service entre des membres de ce collectif ou à destination d'un public plus large, à la limite à destination d'une société entière ou d'une communauté d'usage plus spécifique, ou même à destination de l'humanité tout entière. Voilà. Le point important, je crois, quand on parle de commun, c'est la double dimension de la destination, c'est-à-dire l'usage collectif, avec évidemment des différences et des variations selon le commun dont on parle, et l'autogouvernement, c'est-à-dire la dimension démocratique du commun. Voilà. Les revendications et les pratiques se réclamant du commun, donc, sont toutes définies par un principe. Selon nous, on peut réunir cette immense diversité des pratiques, des expérimentations qui se réfèrent au commun à un principe. Voilà. Nous, c'est la thèse que nous défendons, un principe du commun, qui est précisément le principe qui veut que une activité doit être auto-gouvernée, en tout cas, c'est ce qui définit la pratique du commun, et que la destination du commun doit échapper à la logique de la propriété exclusive. En gros, commun est un principe politique qui signifie une nouvelle manière très pratique de lutter contre les formes d'appropriation exclusive des ressources, des espaces et des biens, d'un côté, et d'autre part, la logique du commun, ou le principe du commun, veut rendre aux acteurs, ou aux citoyens plus généralement, la maîtrise de leur activité. Donc, il y a à la fois cette dimension de lutte contre la propriété, de contestation de la logique propriétaire, et de l'autre côté, la contestation de l'appropriation par des oligarchies politiques ou autres des moyens politiques qui permettent à une collectivité de maîtriser son destin. Voilà. Donc en gros, la dénonciation, si vous voulez, dans commun même, vous entendez la dénonciation de deux formes d'appropriation. L'appropriation économique du fait de la propriété privée et de son extension, et d'autre part, l'appropriation politique par des oligarchies, y compris dans le cadre de la démocratie dite représentative, des moyens politiques, des institutions politiques indispensables à une collectivité pour décider de son avenir. Voilà en gros la chose. Alors, pourquoi commun ? Pourquoi ce terme commun ? Comment est-il venu ? Ça, c'est une affaire assez étonnante. En fait, quand on a commencé à parler de commun, on parlait anglais. Le terme commun est venu de l'anglais commons, les communs. Les communs. Les commons, en Angleterre et dans toute l'histoire de l'Angleterre, désignent en fait les droits coutumiers, les pratiques collectives, si vous voulez, des communautés villageoises qui utilisaient justement ces droits collectifs
par exemple ceux bien connus de Vaine Pâture, mais qui concernaient aussi le ramassage du bois et bien d'autres choses, dans le cadre d'économies de subsistance. Ces pratiques collectives des communautés villageoises remontent à très loin pour les historiens. Les premières formes, en tout cas celles que l'on peut repérer dans l'histoire européenne, remontent au IVe siècle. Donc c'est des choses très très anciennes. Cette dénomination de commun, de commons, traduit aussi ce qu'on appelle des communaux en français, dans l'histoire rurale française, et qui désigne des propriétés communales sur lesquelles, précisément, les citoyens, les membres d'une communauté villageoise pouvaient exercer des droits collectifs de pâture ou autres. Mais c'est quelque chose qui a une extension, je dirais, quasi universelle, car à peu près dans toutes les sociétés donc pré-capitalistes, pour le dire un peu vaguement, on rencontre une forme ou l'autre, justement, de ces droits collectifs ou de ces propriétés communes. Alors, ce qui est le plus étonnant, si on fait un peu l'histoire de cette affaire, c'est que c'est le mouvement écologiste et altermondialiste, à la fin des années 90, qui a repris ce terme de commons pour en faire un concept politique. Une des premières émergences du concept, justement, a lieu lors des grandes manifestations à Seattle, 99, où dans les rues, les écologistes, les féministes, les syndicats, etc., semblent se regrouper, se coaliser autour du mot d'ordre « Reclaiming the Commons ». Enfin, défendons et recouvrons nos communs. Et ceci a un sens politique très fort, puisque ça veut dire que ce qui est en train de se produire, avec la mondialisation capitaliste, c'est un grand mouvement d'appropriation des ressources communes, sans lesquelles, non plus les communautés villageoises, mais sans lesquelles, finalement, nos sociétés et l'humanité tout entière ne peut vivre. Vous voyez, du fait même que la logique propriétaire est une logique qui détruit l'environnement, qui détruit la société, qui détruit les liens de solidarité, qui détruit l'emploi, etc. Voilà. Les commons sont apparus de façon très analogique, donc en grande partie fausse, comme un slogan, revendication, si vous voulez, contre la logique propriétaire qui résumait pour les écologistes et les altermondialistes de cette époque-là la logique néolibérale. Alors commons, ça veut dire très clairement qu'il faut opposer à la logique néolibérale un principe politique qui refuse la mise en concurrence généralisée des économies et des hommes et des individus, qui refuse la logique de l'appropriation privée irresponsable et insoutenable des ressources, des services publics et des espaces, et troisièmement, qu'il faut opposer à la logique néolibérale un principe de souveraineté populaire, de souveraineté démocratique, si vous voulez, sur les espaces, les ressources, les activités. Voilà ce que ça signifie. Alors, commons, évidemment, c'est un terme qui évite, qui contourne le rapport historique au communisme. S'il y a eu cette invention de la problématique du commun, et si ça s'est dit comme ça, et si on a évité jusqu'à présent de parler de communisme, c'est précisément parce que le communisme historiquement réalisé, et qui s'était largement effondré dans les pays de l'Est à la fin des années 80, était quelque chose qui était refusé, qui ne pouvait plus être repris par le mouvement social. Donc si vous voulez, il y a là l'émergence d'un ensemble de thématiques, de concepts, d'analogies historiques, plus ou moins bien fondées, je crois qu'il faudra qu'on en parle un petit peu, mais qui tourne le dos en même temps, qui veut tourner le dos à ce qui structurait jusqu'alors le mouvement ouvrier, le mouvement social, et en son centre le mouvement ouvrier, qui était la référence
qui était la référence au communisme réalisé. Voilà un petit peu une présentation, un premier cadrage. Je voudrais faire un deuxième cadrage maintenant, essayer de montrer plus précisément comment ces catégories cette catégorie de commun s'est construite. Elle s'est construite à partir de plusieurs foyers. Voilà. Faut bien comprendre c'est vrai, par exemple, pour les courants idéologiques ou des courants doctrinaux ou des courants politiques, ils n'émergent jamais d'un seul courant. Ils ne sont jamais le fruit d'une seule théorie ou d'une seule pratique. C'est vrai, par exemple, du socialisme qui est né entre 1820 et 1840 ou 1850 à partir, justement, de plusieurs courants. Eh bien, là aussi, et de plusieurs pratiques. Là également, on peut observer donc plusieurs foyers. On peut en identifier plusieurs qui sont à la fois théoriques et pratiques, discursifs ou conceptuels et politiques. Alors, je crois qu'on ne peut pas éviter, quand on parle de commun, et quand on se réfère justement à l'anglais commons, de parler des recherches qui ont été menées par Elinor Ostrom, prix Nobel, faux prix Nobel d'économie, puisqu'il n'en existe pas, en 2009. Elinor Ostrom et son équipe, dite de l'école de Bloomington, aux États-Unis, ont fait un travail tout à fait important, tout à fait essentiel dans ce courant, sur les ressources communes, sur la gestion des ressources communes, les Common Pool Resources. Ce travail, c'est un travail empirique de quelqu'un qui a très vite compris que les modes d'exploitation collectifs pouvaient être à la fois efficaces, justes et durables. C'était son intuition. C'était une époque, c'était les années 80, c'est une époque où, au fond, on commençait à dominer l'idée selon laquelle, face à l'État tout-puissant, seul le marché était efficace. C'était l'époque aux États-Unis du courant réganien triomphant. C'était l'époque où un certain nombre d'auteurs, un petit peu avant d'ailleurs, avaient expliqué que tout ce qui était collectif, tout ce qui était commun, était voué à la destruction du fait même des appétits égoïstes des individus économiques. C'est le fameux texte d'un biologiste malthusien qui s'appelle Garrett Hardin et qui avait écrit un peu avant, en 68, dans la revue Science, un article célèbre qui s'appelait « La tragédie des communs », dans lequel il expliquait que tout commun, pas seulement les pâturages dans lesquels les fermiers, les éleveurs allaient amener de plus en plus de bêtes, etc., mais tout commun, tout ce qui pouvait être commun, et en particulier la sécurité sociale, les dispositifs d'assurance, etc., étaient voués à la destruction du fait même que les individus égoïstes s'en emparaient et finalement surexploitaient la ressource et la détruisaient. Bon. Elinor Ostrom lance un programme de recherche, elle est politologue et économiste, elle lance un programme de recherche dans les années 80, essayant de montrer que, justement, il y avait des modes de gestion de ressources partout dans le monde, que ce soit des systèmes d'irrigation, des gestions de forêts, des pêcheries, etc. Partout dans le monde, il y avait des modes d'exploitation qui étaient restés méconnus et qui concernaient des milliers de petites communautés, d'une centaine de membres, qui arrivaient parfaitement à auto-organiser et auto-gouverner ces ressources communes. Et ça a eu un effet extraordinaire dans toutes les sciences sociales et économiques, puisqu'elles contestaient justement ce grand duo du marché et de l'État, dans lequel il semblait que toute orientation politique était coincée. On était pour l'État, donc on était plutôt à gauche, on était libéral et de droite, on était donc plutôt pour le marché. En fait, elle casse, dès les années 80, elle casse cette dualité-là. Et ça a donné lieu donc à un grand livre qu'on trouve en français, qui est très mal traduit, mais peu importe, qui s'appelle Governing the Commons,
qui a été donc traduit en français il y a un certain nombre d'années. Mais sa réflexion ne s'est pas arrêtée là, puisque à partir de ces petits communs naturels et concernant des petites collectivités, elle a étendu son champ de recherche à d'autres communs, puisque c'était l'époque où, justement, sur Internet et dans le domaine du numérique, se développaient des pratiques et des outils très différents. Et c'est là que se fait une jonction tout à fait extraordinaire avec les travaux et les pratiques qui avaient été initiés bien avant, dans les années 80, par des scientifiques, par des spécialistes de l'informatique et par des juristes aux États-Unis qui avaient développé justement toute une série d'outils pour échapper à la logique propriétaire. Ce sont ce que vous connaissez sûrement beaucoup mieux que moi, ce sont tous les développements des logiciels libres, ce sont les Creative Commons, ce sont les licences non propriétaires, etc. Et donc il y a eu une espèce de conjonction qui a fait du commun non pas seulement un archaïsme, non pas seulement des pratiques villageoises ancestrales depuis des milliers d'années, comme on le voit d'ailleurs dans les pâturages suisses ou autres, mais cette conjonction a permis justement de montrer que les communs, ça pouvait être aussi des créations, des usages et des formes de production utilisant des technologies nouvelles. Et donc il y avait un côté tourné vers le futur et pas seulement un regard nostalgique sur des pratiques anciennes. Donc voilà, c'est cette articulation entre, je dirais rapidement, entre commun naturel et commun numérique et informationnel qui a fait une dynamique dans le monde de la recherche et qui ensuite a mobilisé de très nombreux juristes, de très nombreux économistes, en particulier aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays comme l'Italie, qui se sont intéressés à la question aujourd'hui devenue centrale, comment penser un droit du commun, c'est-à-dire un droit des usages collectifs qui permettrait de surpasser et de dépasser la logique propriétaire exclusive. Voilà. Donc c'est l'immense champ de recherche dont il y a ici dans ce dictionnaire beaucoup de témoignages. Bon, le deuxième moment, si je puis dire, je crois que le deuxième foyer plutôt, ce sont les luttes. Des luttes très importantes dans différents continents qui ont donné un formidable écho à cette thématique des communs. En Amérique latine, ça a été la lutte, par exemple en Bolivie, des coopérateurs de Cochabamba qui se sont battus contre la privatisation de l'eau par des grandes multinationales, et qui a eu un rayonnement extraordinaire, mais qui faisait écho également à un certain nombre de mouvements très importants en Amérique latine qui concernent des communautés indigènes en lutte contre des formes de possession de leurs terres ou des formes d'extractivisme qui menacent leur communauté. Donc en Amérique latine, il y a, je dirais, un terrain favorable à l'expansion de cette question-là. Mais plus proche de chez nous, plus près de chez nous, le grand mouvement italien que j'ai évoqué tout à l'heure était un mouvement qui a eu un retentissement très important parce que il y a eu, un peu comme aux États-Unis, une jonction entre le mouvement social contre la privatisation de l'eau et un travail juridique très important qui a consisté à faire de la catégorie, cette fois-ci de biens communs, de beni comuni, une catégorie qui était susceptible d'entrer dans le Code civil et de redéfinir les usages de la propriété publique, pas seulement dans le domaine de l'eau que j'ai évoqué, mais dans l'ensemble des administrations. Les biens publics, les beni comuni, ont été définis en Italie justement comme des biens relatifs à la satisfaction de droits fondamentaux qui sont définis
justement, par une collectivité, qui ne sont pas des droits naturels inscrits dans la nature humaine, etc., mais qui peuvent évoluer au gré, justement, des luttes politiques ou des luttes symboliques, etc. Bon. Je passe sur beaucoup d'autres formes de lutte, sur les semences, sur la protection du vivant, etc. Dans tous ces cas-là, on a vu surgir ou être mise en avant la catégorie de commun. Mais il y a eu d'autres formes de lutte également dans ces 10 dernières années qui ont mobilisé la catégorie de commun et qui ont permis sa propagation sur d'autres terrains. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il s'agit des mouvements démocratiques qui, dans un certain nombre de pays, ont consisté à occuper des places. L'occupation des places, c'est-à-dire l'occupation des espaces urbains, avec des pratiques de redéfinition, justement, de l'usage des espaces, des places, mais aussi des usages de la ville. Au fond, ces mouvements ont mis en avant l'idée que la ville elle-même n'était pas simplement l'objet de spéculation et d'extraction de valeurs par un certain nombre d'entreprises, etc., mais que la ville devait être rendue aux citoyens et que ces citoyens avaient un droit précisément sur les espaces et avaient le droit de participer à la définition de ces espaces. Ça a donné lieu, et c'est, je pense, le mouvement le plus contemporain, à justement la mobilisation en Espagne de nombreuses associations, leurs coalitions, dans des plateformes démocratiques qui ont remporté au printemps 2015 un très grand nombre de grandes villes espagnoles, dont Madrid et dont Barcelone. Et où l'idée de ces plateformes démocratiques qui ont gagné les élections est de modifier le rapport gouvernant et gouverné en faisant, précisément, comme le dit Ada Colau, de la maire de Barcelone, de la ville un commun. Et ce qui suppose donc de définir une politique du commun. Alors, pour l'instant, évidemment, c'est un chantier, comme le reste d'ailleurs, parce que ce dont je vous parle, ce ne sont pas des réalisations que l'on pourrait analyser avec suffisamment de recul pour en voir les limites, les contradictions, etc. Ce dont je vous parle là, même si un certain nombre de développements comme les communs numériques datent déjà depuis 20 ou 30 ans, ce dont nous parlons là, ce sont autant de laboratoires d'expérimentation, de recherche pratique et de recherche théorique. Il est difficile aujourd'hui d'en parler comme d'une réalité déjà en place. Nous avons affaire donc à des tendances, à des nouages, à des formes de contradictions, etc., avec des tas de propositions différentes. C'est un immense chantier encore. Mais comme je parle à des chercheurs, je crois que vous pouvez savoir ce que c'est qu'un chantier de recherche avec des hypothèses, des expérimentations. Seulement là, ce n'est pas des expérimentations, je dirais simplement dans un laboratoire ou dans un institut scientifique. Il s'agit de bien comprendre qu'il s'agit de recherches de grandes dimensions, qui mobilisent des centaines de personnes et qui ont lieu simultanément, mais dans des contextes différents, et concernant des ressources ou des lieux différents. Et là, le plus étonnant et le plus passionnant en même temps, c'est que ces contextes différents se réfèrent pourtant tous à une même catégorie, celle du commun. Alors justement, concept de commun, de quoi parle-t-on ? Il faut quand même un peu clarifier les choses. J'en ai donné une définition provisoire, mais je voudrais que vous compreniez pourquoi cette définition est elle-même problématique. Parce que commun, en fait, est un terme extrêmement ancien qui est au cœur de nos conceptions politiques. Commun, ça vient du latin communis. Communis, c'est avec, et munus, la charge, le devoir, l'obligation.
Cum munus, ça veut dire très exactement les liens de réciprocité que nous avons les uns avec les autres. C'est un terme, en fait, qui est extrêmement riche en lui-même, étymologiquement, puisqu'il dit que vivre ensemble, c'est avoir des rapports de réciprocité. Ça fait partie d'un concept, ça fait partie d'un halo, d'une configuration lexicale et conceptuelle qui renvoie à la logique du don et du contre-don, analysé en 1924 par le Marcel Mauss. Ça veut dire que la vie sociale, la socialité elle-même, est faite justement de prestations réciproques. Cum munus, en réalité, veut dire précisément que nous avons, quand nous vivons ensemble, des charges réciproques, nous partageons les responsabilités, si vous voulez, nous partageons les droits et les devoirs. Le terme, évidemment, c'est totalement banalisé, mais il en reste quelque chose, néanmoins. Munus, vous le trouvez au cœur de beaucoup de termes politiques, on ne peut pas en faire la liste, mais quand vous parlez d'une municipalité, vous parlez bien d'un munus local, c'est-à-dire finalement d'une vie commune dans laquelle les charges sont partagées. C'est ça que ça veut dire. Bon. Ce qui est très curieux, je fais une petite parenthèse, c'est que même des grands mouvements comme le communisme ne se sont guère interrogés sur ce que le terme lui-même voulait dire et signifier, c'est-à-dire sa profondeur anthropologique qui est aujourd'hui curieusement retrouvée par les pratiques et les expérimentations dont je vous parle. C'est-à-dire précisément la dimension du partage des tâches, des devoirs et des droits. Et c'est bien ce qui est aujourd'hui retrouvé contre la logique de la propriété exclusive, en matière aussi bien économique que politique. Alors, la chose est quand même compliquée, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je dirais simplement que dans la tradition, enfin, cette notion émerge contre deux interprétations du commun qui ont profondément marqué notre histoire occidentale et même mondiale du fait de la colonisation. La première chose importante à comprendre, c'est que nos droits, nos systèmes juridiques, sont profondément marqués par le droit romain. Or, en droit romain, il existe une catégorie qui s'appelle la catégorie de choses communes, la res communis. Il en existe d'autres un peu différentes, la chose publique ou la res nullius, c'est la chose qui n'appartient à personne. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Je veux simplement faire entendre que dans toutes nos traditions juridiques, et jusqu'aujourd'hui, chose commune désigne en fait des choses qui sont naturellement communes parce qu'inappropriables naturellement ou techniquement. Et ça reste très fort cette idée qu'il y a évidemment des choses dont on ne peut pas s'emparer, l'air, la mer, etc. Bon, l'eau des rivières, on ne peut pas s'en emparer, et donc, parce qu'on ne peut pas les prendre dans nos mains, on ne peut pas en faire objet de propriété. Alors, le droit les reconnaît comme des choses communes, naturellement ou techniquement. Il en va de même d'un certain nombre de choses, par exemple d'entités extraterrestres qui peuvent être considérées comme communes du fait même qu'on ne peut pas se les approprier. Notre tradition juridique, cette tradition juridique est encore présente dans le Code civil à son article 714 qui définit justement les choses communes comme des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Voilà. Mais vous voyez tout de suite la limite, justement, du commun, parce que ça veut dire que tout ce dont on peut s'emparer, tout le reste, et l'immense majorité des autres biens, justement, ne sont pas des choses communes. Voilà. Elles sont des choses appropriables, soit privativement, soit publiquement. Donc tout notre droit est constitué par le grand partage entre biens privés et biens publics, avec cette toute petite réserve, très limitée, des biens communs. Et cette tradition, elle s'est retrouvée dans l'économie,
l'économie politique, qui a globalement repris à son compte ce genre de choses. Je passe les détails parce que ce serait un petit peu compliqué, mais il y a une définition du bien commun, justement, comme il y a une définition du bien privé et du bien public. Mais évidemment, cette notion de commun devrait être complétée par des choses immenses. Des choses immenses, la théologie qui, depuis les pères de l'Église, théologie chrétienne, qui depuis les pères de l'Église, fait de la création chose commune, justement, commun, mise en commun, donation en commun par Dieu à tous les hommes. Il a fallu attendre justement assez tard, la seconde scolastique, pour que la notion de propriété l'emporte en théologie sur cette notion de création commune. Mais il en est resté quelque chose quant à la revendication de l'Église d'incarner en quelque sorte le bien commun, etc. De la même façon, bien commun peut s'entendre de façon étatique en le confondant avec l'intérêt général. Il y a une grande lutte en Occident entre l'Église et l'État pour savoir qui va détenir le monopole, en gros, du bien commun. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de confusion autour de ces notions-là. Le français se dégage progressivement de ces confusions. Jusqu'il y a peu, on traduisait commons en français par bien commun. Les auteurs de ce grand dictionnaire se sont battus avec l'éditeur Presse universitaire de France pour appeler ça dictionnaire des communs. L'éditeur a imposé, et c'est très significatif, qu'il s'intitule dictionnaire des biens communs. Parce qu'il est encore très difficile, justement, en France, de se dégager de ces traditions et juridiques et économiques. Mais justement, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut s'interdire de voir que dans toutes les pratiques aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de biens qu'il faudrait posséder, qui seraient appropriables ou inappropriables. Il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit de pratiques ou de relations entre des pratiques et des activités d'un collectif avec des espaces. Et que ce qui l'emporte dans, je dirais, la problématique du commun, ce qui domine, ce n'est pas de savoir si on est propriétaire ou pas, c'est de savoir ce que l'on fait de ces biens et comment on édicte des usages de ces biens. Et ça, c'est la grande découverte d'Elinor Ostrom dont je vous ai parlé tout à l'heure. La grande découverte qu'elle fait, c'est qu'elle dit, au fond, bien sûr, il y a des biens, il y a des pêches, il y a des poissons, il y a des pâtures, il y a des biens, oui, il y a de la terre, etc. Mais que ce qui importe dans le commun, ce n'est pas tellement la nature de la ressource, c'est ce qu'elle appelle l'auto-organisation. Elle définit justement les communs comme des institutions auto-organisées capables de produire des règles d'usage et de créer des dispositifs permettant justement de ne pas surexploiter la ressource, de l'exploiter de façon responsable, de façon durable, avec une dimension de perpétuation pour les générations futures. Et c'est ça qui, je pense, a fait aussi tilt, si je puis dire familièrement, qui a résonné chez nos contemporains avec l'exigence de ce qu'on appelle la durabilité, la soutenabilité des modes d'exploitation. C'est que les communs, voilà, sont des institutions auto-organisées qui font prévaloir des droits collectifs et qui, en même temps, ont le souci, le care, si je puis dire, le souci de l'entretien de la ressource ou de l'entretien de l'espace. Et qui ont, comme disent en même temps les Italiens, qui ont le souci de la fonction sociale de l'usage
des biens, des espaces et des ressources. Et c'est ça le cœur, finalement, de la définition, si je puis dire, des communs. Ce qui implique, évidemment, et c'est ce qu'elle a montré aussi pour les petites collectivités, ce qui implique la coparticipation de tous les citoyens ou de tous les participants, mais si on étend la problématique, de tous les citoyens à la définition de ces règles d'usage. Voilà. C'est donc qu'il y a bien possibilité d'articuler avec les communs deux exigences, l'exigence environnementale et d'autre part l'exigence démocratique. Et le succès actuel des communs, c'est pas seulement que ça plaît aux hackers de développer librement, etc. C'est pas seulement cette jouissance que l'on dit être celle de la philosophie hacker. Ça peut être une composante importante, mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Si l'on retrouve, je dirais, des sources anthropologiques fondamentales dans les communs, c'est qu'aussi, on s'aperçoit, premièrement, que la logique propriétaire exclusive, depuis 3 ou 4 siècles, nous amène à la catastrophe. Deuxièmement, que cette logique propriétaire nous dépossède de tous les moyens d'intervention que l'on peut avoir sur nos vies et sur le cadre de nos vies, sur nos milieux. Et enfin, qu'il en va des relations que l'on a les uns avec les autres, c'est-à-dire des co-obligations que nous avons les uns à l'égard des autres, alors que règne avec l'utilitarisme et l'hyper-individualisme aujourd'hui quelque chose qui est de l'ordre de chacun pour soi et après nous le déluge. Et que ça, c'est vraiment la marche vers la catastrophe. Donc je pense que nous avons affaire avec commun, avec la problématique du commun, au-delà des différents aspects que je vous ai dit, à un principe politique alternatif au néolibéralisme. Et je terminerai là-dessus en disant qu'on a souvent interprété les mouvements anti-globalisation ou anti-mondialisation ou altermondialistes, etc., ou écologistes, comme des mouvements de résistance, ce qu'ils sont, de résistance, de défense, de freinage ou de blocage de cette logique infernale, justement de ce cauchemar qui n'en finit pas, comme nous l'avons appelé. Mais ce que nous avons voulu montrer avec Pierre Dardot dans ce livre, après avoir analysé justement la logique infernale du néolibéralisme, c'est que dans la résistance, il y avait autre chose que la résistance. Sont nées des problématiques, précisément, qui dessinent des possibilités, d'ores et déjà, des possibilités de vivre autrement, de travailler autrement, d'avoir d'autres rapports au milieu et d'autres rapports aux autres. Et ça nous amène à cette idée, dans commun, que la révolution n'est pas une idée ancienne, complètement rejetée, parce qu'elle aurait nécessairement entraîné tous les désastres que l'on a effectivement vus. La révolution, on peut la redéfinir comme précisément la manière dont à un moment donné, une société décide de se réinstituer autrement, de refaire ses institutions, et refaire ces institutions centrales, c'est-à-dire aussi l'État et l'économie, passe d'ores et déjà par ce que d'aucuns jadis appelaient des révolutions moléculaires, c'est-à-dire par des tas de sortes d'expérimentations qui sont autant de modèles qui peuvent se propager, autant d'expérimentations qui peuvent avoir des effets viraux dans la société. Et donc ça nous amène à réfléchir, ça nous a amené à réfléchir sur ce qu'on avait appelé révolution dans le passé. Nous pensons plus que la révolution est quelque chose qui doit être interprété à la manière marxiste comme un mouvement ou un moment inexorable qui serait inscrit dans les contradictions de la société. Pas du tout. Nous pensons que la révolution pourrait ne pas avoir lieu, que de toute façon la catastrophe peut avoir lieu, que la fin de l'humanité est une catastrophe, 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 que la fin de l'
tout à fait une hypothèse à envisager, mais qu'il est aussi possible de penser autrement, justement en termes de possible. Il est possible qu'à travers toutes ces mobilisations, ces expérimentations depuis 10, 20 ou 30 ans, se dessine aujourd'hui quelque chose qui pourrait coaguler en une alternative plus globale, c'est-à-dire donner naissance, donc au cours du siècle, à quelque chose que nous appelons la société du commun. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai pris sans doute un peu trop de temps. Je vous remercie de votre attention.